Le barreau, les tops, les flops, qui a brillé, qui a floppé. On commence avec les tops et ça s'est bien passé pour eux, et notamment pour l'entraîneur de Nice, Franck Hez, Candice. Ça s'est très bien passé, cette victoire 8-0 donc de Nice face à Saint-Etienne, la plus grosse victoire du 21e siècle. Et pourtant, que d'absents côté niçois. Regardez la liste des absents, Morgan Sanson, Jérémy Boga, Terem Moffi, Laborde, Boudaoui, Camara. Voilà, il a dû donc faire un petit peu une revue d'effectifs Franck Hez et il a apprécié ce qu'il a vu. Il est au micro de Mickaël Lefebvre. Il y avait eu de bonnes choses, voire même en tout cas des choses très intéressantes à Marseille dans le contenu. Mais voilà, l'essentiel. Il y a une chose qui est importante, c'est l'efficacité. Voilà, ce soir, ce qui compte, c'est que les joueurs ont montré que du talent collectif, il y en a dans l'équipe, mais il y a aussi du talent individuel pour marquer certains buts. Et on en aura besoin sur d'autres rencontres qui seront certainement plus sérieuses. C'était une question de la grande Karine Galli. Franck Hez, triple top, et encore, c'est parce que le triple top n'existe pas. On évite de parler de Saint-Etienne, on les aura tout à l'heure en flop. Vous avez aimé la prestation niçoise, Karine ? Bien sûr, parce qu'ils ont été extrêmement efficaces. Et j'ai envie aussi de mettre ça en avant. Elle l'a montré, Candice, leur attaque de l'an dernier était sur le flanc. Et forcément, c'est quand même compliqué. Ils avaient besoin absolument d'être efficaces, parce que contre Marseille, ils avaient été intéressants, mais pas efficaces. Là, ils ont été extrêmement efficaces. Tu as 6 buteurs différents. Tu as des joueurs qui se sont montrés dans la continuité aussi de l'an passé. Jonathan Klaus, il se régale à Nice. Le couloir droit, c'était open bar toute la soirée. C'était magnifique. Shaw, il a régalé. Guessant, il a besoin de marquer. Franck Hez lui a donné des objectifs. Il a marqué. Donc voilà, ils ont aussi parfaitement fêté leur anniversaire. Bravo à eux. Parce que des équipes nulles, il y en a. Et pas tout le monde leur en met 8. Oui, c'est Donc vrai. j'ai vraiment envie d'insister sur la prestation globale de Nice. On va pouvoir enchaîner avec le double top. Et alors, ils étaient mal partis, ils se redressent. Ce sont les Brestois. Ouais, Brest qui s'est imposé 2-0 face à Toulouse. Et regardez justement cette dynamique qui s'inverse pour les Brestois. Il y a eu le mois d'août et puis il y a le mois de septembre. Il y a eu une victoire et 2 défaites en août. Et regardez en haut, eh bien, c'est l'inverse. 2 victoires, 1 défaite avec évidemment cette première historique en Ligue des Champions face à Stongas jeudi. On était inquiets, Ludo, après le match au parc. Il y avait qu'une victoire, mais bien après, tout le monde se disait, allez, ils ont mal démarré, il faut digérer, il leur manque quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Vous êtes surpris par le fait qu'ils se soient relevés si vite, si fort ? Pas vraiment surpris, et ils ont passé ce que j'appellerais le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils ont fait une saison ô combien magnifique, et cette saison-là était entrecoupée, assez longue, hein, quand même, il s'est passé des choses entre l'Euro, les JO. Et quand ils sont revenus, on a eu l'impression sur les premiers matchs qu'ils avaient quand même besoin de prouver quelque chose. Oui, mais on connaît ces équipes qui brillent, qui souffrent derrière. Mais souvent. ils ont surjoué sur les premiers matchs, en s'exposant beaucoup, en essayant de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et puis finalement, tout ça est rentré dans l'ordre avec ce match notamment de Ligue des Champions qui a aussi débloqué tout ça. Le fait que briller et gagner un match de Ligue des Champions, quand même, pour la confiance, c'est pas rien. Donc voilà, cette équipe, elle a de la qualité. Je trouve que le recrutement a été fait avec les moyens du bord, mais plutôt intelligemment, encore une fois. Il fallait simplement que la voiture se mette en marche. Et comme Brest marche au diesel, voilà, ils mettent toujours un petit peu de temps au démarrage. La première métaphore de la soirée, impeccable. Il y a le mécano. Il est là. Et on enchaîne avec le dernier top, c'est Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier. Première victoire de la saison pour Montpellier, c'était face à Auxerre, 3-2 avec des choix forts, tout simplement opérés par l'entraîneur montpelliérain. Il a écarté 2 tauliers déjà, Benjamin Lecomte sur le banc, Jordan Ferry n'était pas dans le groupe. Et pour cause, regardez, c'est moyenne l'équipe cette saison pour les 2 tauliers, la sanction donc et les choix forts de Derzakarian pour cette rencontre. Électrochoc ? Oui, même si franchement le match de Montpellier a été assez difficile, hein, je trouve. C'était à l'arrache, mais c'est un peu ça. Et cette victoire, ils gagnent. Mais dans le contenu, moi, ils ne m'ont pas du tout rassuré, les Montpelliérains. Je suis assez inquiet, franchement, pour eux. Et on parle en termes de cycle, souvent, pour les entraîneurs. Michel Derzakarian, que je porte en haute estime, franchement, je trouve que c'est un super coach. Là, j'ai l'impression que le discours passe moins depuis la fin de saison dernière. Et il est là depuis 1 an et demi maintenant, de nouveau à Montpellier. Attention à ce que, finalement, il n'y ait pas cette cassure entre lui et son groupe et ses joueurs. Il faut vite que cette
victoire soit suivie d'autres victoires pour redonner un peu de confiance à Montpellier. Mais dans le contenu, c'est très inquiétant. Pour un beau barreau, il faut un bonus. Avant les flops, c'est Ben Seguir, le monégasque. Exactement, Ben Seguir qui a été brillant hier avec Monaco. Son entrée a tout fait basculer face au Havre. Superbe inspiration du jeune ailier qui a permis à Monaco de repasser devant. Ça devient ça spécial lorsqu'il rentre comme ça à l'intérieur et qu'il enroule. Il reprend le fil de sa carrière. Ça fait plaisir pour le médaillé de bronze au JO de Paris avec le Maroc. La saison dernière, il a été énormément blessé à l'ischio, à l'épaule. Il a très peu joué, sans doute un peu frêle. Et il expliquait notamment au micro de l'équipe, il s'est renforcé depuis physiquement. Et en plus, il se met à défendre Ben Seguir, comme il l'a expliqué à notre micro. L'année dernière, il voulait que je défende un peu plus. C'est vrai qu'il fallait que je rajoute ça, on va dire, à ma palette. Et aujourd'hui, j'ai travaillé pour pouvoir aider l'équipe défensivement et offensivement. Et ça me permet d'être encore plus performant. Et je suis content d'aider l'équipe. Parfois, il y a des matchs où il faut un peu plus défendre qu'attaquer. Et ça a été peut-être le cas contre Barcelone. Et très content d'avoir pu aider l'équipe. C'est vrai qu'il a été bon contre Barcelone. Il a réussi à contenir l'intenable Lamine Yamal. Adi Hutter parle d'un nouveau Elias Ben Seguir. Bref, semaine de rêve pour le natif de Gassin. Après ce match face au Barça et ce deuxième but de la saison pour lui, 19 ans seulement. Et sans doute une très belle saison qui s'annonce pour lui. Et ça s'est moins bien passé pour eux ce week-end. Ce sont les flops de notre baromètre. Il était tout en haut au mois d'août. Il vient un mois de septembre plus délicat. C'est Bradley Barcola. Et à nouveau titulaire avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas pesé dans le match nul partout face à Reims. Il est en panne depuis la moitié de cette trêve hivernale, depuis cette trêve internationale, ce match face à l'Italie. Regardez derrière, il dribble plus, il tente plus de dribble, mais en réussit moins. Au niveau des tirs, il y a moins de tirs tout simplement. Il ne marque plus et touche un petit peu moins le ballon. Au cœur de l'hiver dernier, il avait 4 matchs où il avait pareil disparu par moment. Il avait su se relever contre coup logique. Ou vous inquiétez un tout petit peu? Non, moi je trouve que c'est assez logique. Il a fait un super bon début de saison. Je pense que c'est aussi un joueur qui n'a pas non plus l'habitude de jouer autant. Il a joué aussi avec l'équipe de France. Il a aussi beaucoup plus de responsabilités au Paris Saint-Germain depuis que Kylian Mbappé est parti. Donc il faut aussi qu'il le digère, parce que même si peut-être lui ne le pense pas, mais ça reste un homme fort maintenant du Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé sur les côtés. Donc moi je trouve ça plutôt logique. Il est aussi beaucoup plus attendu par les défenseurs. Là, il ne passe plus en duel. Vous qui êtes défenseur latéral. Tout simplement, sur le match de ce week-end face à Reims, les défenseurs adverses ont bien compris qu'il ne fallait pas l'attendre à un contre un, mais plutôt avec une prise à 2. Donc là, il va falloir aussi qu'il lui aussi se réinvente et qu'il s'habitue aussi à ce genre de duel contre 2 joueurs. Il n'a pas non plus été aidé par Beraldo, son latéral. Il y a aussi la question, et on verra dans quelques semaines, est-ce qu'il est si bridé que ça par Luis Enrique? Pour l'instant, je ne suis pas inquiet à voir dans les semaines à venir. Évidemment, on poursuit notre baromètre. Juste derrière, il y aura le survivant, notre premier jeu. Et puis pourquoi Marseille va s'enflammer? Marseille, au cœur du pourquoi de Georges Chavez. Vous savez, notre nouvelle chronique tous les soirs aux alentours de 19h15. Double flop, c'est Steve Mandanda, Candice. On n'en a pas l'habitude, auteur d'une boulette en toute fin de match qui a permis l'égalisation de Lens face à Rennes, score 1-1. Il assume. On a fait un match très solide. Tout avait été très bien fait par les joueurs. Et sur cette fin de match, je viens gâcher tout ça. On perd 2 points ce soir. J'assume mes responsabilités, il n'y a pas de souci. Je vous entends faire, Anne. Karine, si, vous avez fait ça. Je ne sais pas si c'est pour ça, ou alors vous imitez Tic et Tac, je ne sais pas. Non, mais on peut vous adresser un cheval. Un peu embêtant quand même cette fin de match de Steve Mandanda. Oui, mais après, moi, ce que j'aime, c'est qu'il va devant les médias et qu'il dit « elle est pour moi ». Voilà. Et effectivement, elle est pour lui, parce que... Enfin, pas heureusement, mais il n'y a pas de faute sur le gardien, parce qu'évidemment, ils ont espéré une faute sur Mandanda, il n'y a pas faute. Et je trouve que Steve Mandanda, en taulier, en capitaine qu'il est, parce qu'il a toujours eu quand même une âme de capitaine, il est allé devant les médias, il a dit « c'est pour moi », après lance poussée. Donc cette égalisation n'est pas non plus tombée de nulle part. Malheureusement, ça leur fait perdre 2 points. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il assume. Et puis derrière, le triple flop, énorme surprise, c'est l'AS Saint-Etienne. Oui, ce retour sur cette déroute 8-0 à Nice avec quelques chiffres, notamment de la première période. Il y avait 6-0 pour Nice à la mi-temps. Des chiffres qui montrent que la possession était très en deçà pour Saint-Etienne, 39% de possession. Beaucoup moins de passes réussies et puis très peu de duels gagnés, 36% seulement. Avec, regardez ce chiffre, 15 buts encaissés en 5 matchs. C'est autant que Montpellier cette année, mais seul Rennes avait fait pire au XXIe siècle. Donc c'est 16 buts après 5 matchs. C'est Olivier Dalloglio
milieu qu'on va écouter évidemment. Ce match était une honte. Le sentiment de honte, bien sûr. On n'est pas fiers. Pas fiers du tout de ce qu'on a produit. Moi, le premier, voilà, l'ensemble des joueurs, tout le monde. On est passé complètement à travers le match, complètement. On a oublié les bases, en fait. Et les bases dans le football, c'est les courses, c'est gagner des duels, c'est être ensemble, c'est être en bloc. Du moment qu'on oublie les bases et qu'on tombe sur une bonne équipe en face, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Saint-Etienne, ça va vraiment pas. Mais enfin, l'OL a perdu, je m'en fiche, dit le supporter stéphanois. Ludo, quand on est mené 6-0 à la pause, tout le monde a vu, alors pour ceux qui regardaient le pas match, qui reçoivent le push de la mi-temps, 6-0, comment on fait? Ils disent quoi, les joueurs, 6-0? On a honte, on veut se cacher, on veut pas ressortir? On a honte, ça c'est sûr. On essaye de trouver des solutions, évidemment, qu'on n'a pas trouvées. Là, les mots de l'entraîneur, c'est de se dire, OK, les gars, on est passé à côté de cette première période. On sait que c'est fini. On sait que c'est fini, on essaye de gagner la deuxième, ou du moins de ne pas la perdre. Ce match-là, il est mort. Donc essayons au moins de sauver l'honneur, enfin, de ce qui peut l'être. Après, du côté de Saint-Etienne, on a changé de pavillon. Je trouvais qu'on a pris un pavillon et un virage assez jeune, quoi, dans l'effectif et dans le renouvellement. La Ligue 1, c'est un championnat difficile. Il faut quand même avoir des joueurs qui ont du kilomètre au compteur parce que c'est ce que cette ligue et ce niveau réclament. Saint-Etienne est parti un peu la fleur au fusil sur la jeunesse, sur le rafraîchissement de l'effectif. Et pour l'instant, ça leur coûte un peu cher. Vous êtes inquiet? On a fait il y a 10 jours condamné à l'ascenseur. Derrière, ils gagnent. On leur a porté bonheur. Ils en prennent 8. En fait, fatalement, après un 8-0, vous ne pouvez être qu'inquiet, d'autant que l'expérience, elle est derrière avec Abdelhamid, ça a été très difficile pour lui. C'est compliqué. Il manque de gars avec lui. Par ligne, déjà, et puis par ligne, il manque un ou deux joueurs effectivement d'expérience rompus à l'exercice de la Ligue 1, enfin à l'exercice du maintien en Ligue 1. Et ça, c'est vrai que les joueurs ne l'ont pas. Ce club-là ne l'a pas, et il faudra vite rectifier le tir au mercato hivernal, en espérant que Saint-Etienne ne soit pas déjà largué à ce moment-là.